Cette conférence va maintenant être enregistrée. Hop là, c'est parti pour un sujet qui est parfois polémique, donc j'espère que ce ne sera pas le cas ce soir. Enfin, en tout cas, si vous souhaitez qu'on en débatte, on pourra le faire. Mais qui est en tout cas un sujet qui est effectivement régulièrement esquivé, mais qu'on va mettre les deux pieds dedans, qui est la carpe. Alors, on va reprendre un petit peu les théories, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je pense que je vais vous donner mon avis sur quelques étapes de ça. Je vais vous proposer des solutions d'entraînement. Et puis ensuite, on pourra lancer éventuellement le débat entre nous sur vos éventuelles peurs qu'il peut y avoir par rapport à ça. Déjà, la carpe, c'est quoi? C'est a priori une technique utilisée pour transférer de l'air de l'extérieur vers l'intérieur des poumons. Habituellement, pour ça, nous pouvons utiliser des gestes inspiratoires, ceux qu'on utilise au quotidien, qui est à dire ouvrir musculairement parlant la cage thoracique, tel un accordéon, qui va du coup faire aspirer l'air depuis l'extérieur. D'accord? Ou bien fermer l'accordéon et faire aller l'air vers l'extérieur. La carpe, on l'appelle comme ça parce que c'est un geste qui ressemble à ce que fait le poisson, la carpe. Et on va essayer de détailler un petit peu comment est-ce qu'on le fait pour fonctionner, comment vous allez l'apprendre. Mais globalement, c'est l'idée de dire que vous créez une réserve d'air dans votre bouche et vous l'avalez. Et vraiment, a priori, c'est uniquement ça. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez l'air dans la bouche, vous l'avalez, et si vous ne faites pas de gestes, j'allais dire, involontairement faux, ça va aller naturellement dans les poumons. Ça veut dire quoi, ce que je veux dire? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que plein de choses passent par votre bouche, traversent la trachée et finissent là-bas dedans. Et il y a un organe qui s'appelle l'épiglotte qui, lui, dirige le truc en disant, attends, là, je détecte c'est un aliment ou de l'eau, j'envoie ça dans l'estomac. Là, je détecte c'est de l'air, j'envoie ça dans les poumons. Bon, des fois, il mélange un peu et donc on prend un peu d'air qui part dans l'estomac et on sent un magnifique rot. Bon, ça, c'est un autre débat. Et ce que je vous souhaite, c'est que de temps en temps, malheureusement, ça arrive, mais on avale un petit peu d'aliments dans les poumons et c'est ce qui nous fait tousser certaines fois. Mais on va dire que, a priori, c'est parce que soit, malheureusement, vous avez un défaut de l'épiglotte, soit vous avez fait un geste involontaire qui a créé une défaillance du fonctionnement réflexe de l'épiglotte, mais a priori, ce que je veux dire par là, c'est que c'est réflexe. C'est-à-dire que vous décidez pas en train de vous dire, oh, attends, ça, je mets ça dans l'estomac, attends, je mets ça dans le poumon, attends, là, je mets dans l'estomac. Non, ça se fait tout seul, d'accord? Donc, de la même façon, si vous mettez de l'air dans votre bouche et que vous l'avalez et que vous ne faites pas de geste exprès qui fait que vous allez ouvrir l'épiglotte et que ça va se trouver dans l'estomac, le côté naturel du corps humain fait que lui va détecter de l'air qui passe dans la trachée, il va donc ouvrir le côté poumon et ça va aller dans les poumons. Donc, clairement, c'est juste, j'ouvre ma bouche, du coup j'ai de l'air à l'intérieur, je ferme ma bouche, je me retrouve toujours avec de l'air à l'intérieur, et j'avale, et cet air est censé aller directement dans les poumons. Pour qu'on soit bien clair, à moins de faire, je vous dis, de chercher trop à ce que ça aille. Genre, on essaie de faire. Moi, je vois ceux pour qui ça va dans l'estomac, c'est ceux qui justement cherchent à dire, attends, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça aille dans les poumons? Donc, ils cherchent un petit geste qu'ils peuvent faire par là, et donc ils n'utilisent pas leur réflexe naturel, et donc justement, ils contredisent ça, et là, effectivement, l'air se retrouve dans l'estomac. On va voir comment est-ce qu'on s'entraîne pour pas que ça arrive, mais déjà, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est pour pas que ça arrive, il faut pas le provoquer, parce que naturellement, votre épiglotte, en fait, elle fonctionne tout seul. On va résumer ça comme ça, c'est un fonctionnement réflexe, et elle va trouver de l'air, elle va l'envoyer dans les poumons. Alors, le principe est donc de dire, je mets de l'air et on va voir comment est-ce qu'on le fait, et comment est-ce qu'on le travaille pour mettre cet air dans cette bouche et ensuite l'envoyer là-bas. D'accord? Mais c'est véritablement de dire, je mets de l'air dans la bouche et je l'avale. De la même façon, pour ceux qui ont existé au cours de la compensation inversée, c'est une autre façon, pardon, ceux qui ont assisté au cours de la compensation sur donc la carte inversée, c'est une façon, toujours en ouvrant la bouche, d'aller puiser de l'air dans les poumons qu'on va ensuite utiliser pour compenser. Donc, on utilise la notion de carte parce que l'idée, c'est d'ouvrir la bouche et cet air qui est dans notre bouche, on l'utilise soit en l'avalant, donc dans la carte normale, soit en l'utilisant en compensation, donc dans le cas de la carte inversée, parce qu'on a puisé l'air dans les poumons. Bon, ça, c'est le geste. A priori, ça sert à quoi? L'usage le plus connu, et qui, à mon avis, est vraiment pas le plus utile, on va en parler ensemble, mais en tout cas, l'usage qui est le plus connu, parce qu'il y en a un deuxième, c'est celui de se surgonfler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, je suis capable de
Ouais, je suis rempli, je suis à fond, je suis au taquet, technique de respiration, vous avez déjà vu ça, vous verrez dans le cours sur la technique de respiration, comment est-ce qu'on fait pour s'emplir les poumons, c'est pas le sujet. Mais donc, je me suis rempli à fond, donc musculairement parlant, je suis pas capable de m'écarter plus, d'accord? Mais peut-être que si je carte, je peux forcer à rentrer encore un peu plus d'air dans les poumons, telle une pompe, c'est-à-dire que je mets de l'air ici et telle une pompe, je viens gaver mes poumons d'air. Alors, c'est vrai que c'est la technique la plus connue dans ce but-là. Et pourquoi pas, ça peut servir à ça. On verra après quels peuvent être les avantages et les inconvénients de ça. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il y a aussi un deuxième usage de la carpe, qui a priori plus dans une notion de confort que dans une notion de surremplissage, mais c'est de dire que vous remplissez vos poumons aux 2 tiers, aux 3 quarts, d'accord, par un geste tranquille, et ensuite, par le geste de la carpe, en étant en mode complètement relax, complètement détendu, vous terminez votre remplissage en carpant. Absolument aucune idée de vous surgonfler, peut-être légèrement, mais en tout cas pas trop. Mais clairement, l'idée dans cette solution-là, c'est véritablement de conserver un maximum de relaxation dans les dernières secondes et surtout dans ce qui précède votre départ. Parce que des fois, de faire eh ben, mine de rien, on tend, on se crispe, on écarte la cage thoracique, on va du coup en l'occurrence comprimer le cœur aussi au passage, on tend musculairement tout un tas de zones qui pourraient du coup continuer à être crispées dans la suite de son canard et de son apnée. Donc il est clair qu'un certain nombre de techniques de respiration incluent le fait que un certain nombre de cartes sont là pour terminer la respiration un petit peu euh, dans un mode détente. Il s'avère aussi que certaines techniques de respiration partent du principe qu'on n'utilise pas du tout le diaphragme pour inspirer. Ça, c'est ce qu'on appelle la technique Petrovich, où dans sa technique d'inspiration, il veut absolument endormir son diaphragme. Et donc, pour cela, il ne l'utilise pas. Donc, c'est toute la partie basse de ses poumons, il les remplit grâce à de la carpe. Et pour vous donner une idée, si vous avez un jour l'occasion de regarder des vidéos, un garçon comme lui qui s'apprête à faire une apnée d'une douzaine de minutes en apnée statique, n'en déplaise à notre ami Stéphane Mifsud, il s'avère qu'il carpe comme ça plus d'une centaine de fois. Je crois que sur un de ses records, il carpe plus de 126 fois. Et ça dure surtout plus d'une minute. C'est-à-dire que il va plonger son visage ensuite 12 minutes sous l'eau, mais mine de rien, il va carper comme ça pendant une minute. Donc ça veut dire qu'il accepte de faire une apnée quasiment de 13 minutes parce que du coup, pendant toute sa minute d'inspiration, il n'expire pas. Mais que techniquement, en tout cas, ce qui est certain, c'est que lui, il utilise véritablement cette technique-là pour dire, moi, je suis complètement relax, détendu et je me remplis en mode détente sans utiliser mon diaphragme parce que lui, ça l'intéresse de faire comme ça. Mais surtout, j'accepte que finalement, ce petit temps-là, on pourrait croire que c'est de la perte, mais il le transforme en gain grâce à la relaxation qu'il obtient. Et moi, c'est un petit peu cet usage-là que j'aimerais qui vous intéresse parce que l'usage, je me remplis beaucoup ou je me surremplis, pourrait vous faire croire qu'il y a un avantage, et là, je vais vous démontrer que ce n'est pas le cas, mais surtout inclut quelques dangers quand même. Donc, le premier avantage est celui de dire, ouais, mais si j'ai plus d'air, je peux durer plus longtemps. Effectivement, on peut se dire, tiens, si je gobe plus en air ma réserve, il y a des chances que je dure plus longtemps. Ça pourrait être vrai si ce que vous rencontrez comme limite à l'heure d'aujourd'hui était lié à un manque d'oxygène. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a dit ensemble, quand je fais une apnée, enfin, on l'a dit pour ceux qui étaient là auparavant, excusez-moi, quand je fais une apnée, j'ai une première zone de confort, j'ai une deuxième zone où je commence à avoir envie de respirer et ça commence à être un petit peu difficile. Et j'ai une autre zone où j'ai une forte vasoconstriction avec des sensations toutes bizarres au niveau de mon corps. J'ai encore une zone où j'ai une forte libération de charge lactique. Donc, du coup, avec cette forte libération de charge lactique, j'ai les jambes qui brûlent, les bras qui brûlent, j'ai le champ visuel qui diminue, j'ai tout un tas de sensations qui sont comme ça. Et puis, bah, là, du coup,
peux encore durer un certain temps. Et puis, quand je peux encore durer un certain temps, on va commencer à se poser la question, en fait, finalement, est-ce que je suis véritablement en dette d'oxygène? Et c'est seulement à ce moment-là que finalement, le volume d'oxygène que vous avez pris globalement commence à prendre de l'importance. Et j'insiste là-dessus, tous les cours que j'ai pu vous donner ont pour but de pouvoir atteindre une cinquantaine de mètres de profondeur en poids constant, de pouvoir atteindre, disons, entre 130 et 150 mètres en monopalme, entre 100 et 125 en bipalme et en 100 palmes, tout ça en bassin, et atteindre 6 minutes d'apnée. Et avec certitude, toutes les sensations que je vous ai dit là, vous ne les avez pas encore expérimentées. Parce que si vous les aviez expérimentées, vous seriez déjà au-delà des performances que je vous dis là. C'est-à-dire que la maîtrise uniquement des sensations que je vous ai dit là, avec un volume normal de poumon, vous permet de faire les performances que je vous ai citées là. Si vous n'en êtes pas à ces performances-là, très clairement, le fait de vous surgaver en oxygène au départ n'a aucun intérêt. Parce que de toute façon, vous ne sortez pas parce que vous êtes en dette d'oxygène. Si vous croyez ça, c'est faux. Je vous invite à reprendre le cours sur les sensations en apnée si vous avez un doute par rapport à ça. Mais du coup, si vous n'avez pas de doute, parce que je sais que les trois quarts qui sont là me suivent régulièrement, je pense que vous êtes convaincus que ça, qu'avant tout, c'est vos sensations qui vous perturbent, c'est vos sensations qui vous invitent à sortir, et les sensations que vous avez ne sont pas liées à une dette d'oxygène que vous pouvez chercher à compenser grâce à un surremplissage. Donc, le surremplissage n'est pour le moment, techniquement parlant, absolument pas utile dans le cas des performances que vous souhaitez réaliser. À un moment donné, ça le deviendra peut-être. Et à ce moment-là, vous vous surremplirez parce que vous saurez déjà utiliser la carte sans chercher à vous surremplir. On peut plus se mettre à l'eau, mais expérimentation très vite. Oui. C'est un message qui m'était écrit sur le côté. Je reprends donc ma démonstration. Donc, l'idée est de dire que ne cherchez pas, dans un premier temps, à vraiment vous surremplir. À être bien rempli peut-être, mais pas surremplir, parce que je vais vous expliquer les quelques petits dangers qui peuvent se produire. On dit, même si je ne l'ai jamais vu, et que j'ai jamais vu de personne assez débile pour ça, surtout, mais peut-être que ça peut arriver, que en carpant, vous soyez tellement rempli que vous pourriez vous faire un décollement de la plèvre, une déchirure, machin. Bon. Ce que j'ai vu, avec certitude, sur un certain nombre d'élèves qui ne se sont pas posé la question de savoir est-ce qu'ils savaient bien remplir leurs poumons, c'est des gens qui étaient effectivement crispés, tendus, qui n'avaient pas relâché leur zone musculaire avant inspiration. Vous savez, encore une fois, je vous renvoie vers le cours sur la respiration, mais que avant de chercher à inspirer, il faut relâcher tous les muscles expiratoires, donc notamment tout le gainage abdominal et toute la tension thoracique. Et il faut que je relâche toute cette zone-là pour pouvoir remplir sereinement mes poumons et qu'effectivement, un certain nombre de personnes, de par leur posture ou de par leur mauvaise gestuelle, ont du coup une ceinture musculaire qui est tendue au niveau de la cage thoracique et ils gobent, ils gobent, ils gobent, ils gobent. Et donc se passe une opposition entre le fait qu'on met de l'air en pression dedans, mais on est tout tendu, tout crispé. Et on va mélanger ça avec un beau petit canard, une belle petite poussée du mur qui est vachement mal faite, où on va se plier, hop, et là, du coup, on va se retrouver en surpression, effectivement, par notre gestuelle et notre mauvais mouvement. Et cette surpression peut entraîner effectivement une lésion au niveau de la poitrine. Alors, écoutez, en théorie, ça existe. Certains me diront, je l'ai peut-être déjà vu. Je reçois quand même quelques centaines d'élèves régulièrement. Je l'ai jamais vu. J'ai vu effectivement des gens qui faisaient n'importe quoi, mais ils n'arrivaient même pas à se blesser. En revanche, j'ai vu effectivement des gens qui se blessaient en allant profond en faisant comme ça, à cause de l'effet du blood shift, parce que le blood shift, c'est quoi? C'est quand on descend profond, enfin profond, donc ça commence déjà à 10-15 mètres, mais vous avez du sang qui vient s'installer dans les poumons pour limiter la diminution de son volume. Sinon, vos poumons, à ce moment-là, à une taille d'orange à un moment donné, on serait complètement implosé, comme ça on pourrait pas. Donc du sang vient s'installer ici, c'est un réflexe mammifère, vous n'êtes pas en train de vous entraîner à le faire, vous n'avez pas de questions à vous poser si vous en avez la capacité, c'est un réflexe, on est tous fait comme ça. Sauf qu'on sait que le temps que le sang s'installe est plus rapide que le temps que le sang s'évacue. Donc, si vous partez très rempli et que vous descendez en profondeur et que vous remontez en surface sans effectuer de vidage dans les quelques mètres qui précèdent votre sortie, vous allez du coup vous retrouver en surremplissage parce que vos poumons sont pleins de sang. Donc, le volume réellement disponible est inférieur et l'air se redéploie et donc là, effectivement, des lésions apparaissent.
Moi, je sais que c'est un accident qui m'est déjà arrivé et qui arrive à certains des élèves quand on fait des plongées très profondes et que des fois, par manque de concentration, à la fin, on évacue mal l'air qu'on a dans ses poumons dans les derniers mètres et donc ce genre d'accident peut se produire. Donc maintenant, si on dit qu'on n'est pas un bourrin, qu'on n'est pas tendu et qu'en apnée, en descente profonde, on cherche un peu à évacuer son air, clairement, il n'y a aucun risque à faire la cape. Mais si vous savez que vous êtes déjà un bourrin, complètement tendu, crispé, avec les fesses serrées en permanence, et qu'en plus vous dites ah je vais me gaver comme un porc, là effectivement vous avez donc ce qu'on appelle l'attitude d'un gros débile, et je vous invite à ne pas faire la cape. Euh, on peut du coup on prend la décision, et c'est ce qui a été le cas dans certain nombre d'enseignements, notamment auprès de pas mal de mes confrères de la Fédé, qui est de dire ouais, comme on peut pas trier les débiles et les pas débiles dans nos groupes, eh ben on dit qu'ils sont tous débiles, on interdit la cape. Bon. Moi, je pars du principe que j'ai pas de débile en face de moi, j'ai cette chance-là. Peut-être c'est parce qu'ils payent quand ils viennent devant moi, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis pas tombé sur des gros débiles. Et donc, effectivement, ils ont un minimum d'écoute d'eux-mêmes, et par conséquent, il ne faut pas voir la cape comme un danger. J'aimerais simplement que vous la voyiez sur son utilité. Sur-remplir vos poumons, non. Vous remplir en mode détente, oui. Donc moi, je veux que vous voyez l'apnée dans ce sens, la carte dans ce sens-là. Et donc pour cela, on va essayer de s'entraîner à remplir la carte. Et je vais vous poser un programme, encore une fois, comment est-ce que je fais de débutant à plus perfectionné. Donc déjà, pour qu'une carte puisse marcher comme il faut et être sûr qu'elle marche comme il faut partir d'un principe, c'est qu'il faut que votre nez soit bouché. Parce qu'on fait rentrer de l'air par la bouche, il faut qu'il aille là-bas dedans, mais il y a aussi des canaux qui sont par là. Et malheureusement, ça peut aussi circuler par l'intermédiaire du nez si vous ne bouchez pas votre nez. Alors pour ça, c'est très simple. Soit vous prenez un pince-nez, soit vous prenez un masque. D'accord? Vous prenez un masque sur le visage et vous allez vous entraîner à faire la carte. Mais vous entraînez pas à faire la carte au début si vous n'avez pas le nez pincé, parce que vraiment, ça marche pas. Alors moi, pour le bien de l'exercice là, je ne vais pas vous faire ça avec le pince-nez, mais je vous demande de le faire en partant du principe que vous avez donc le masque ou le pince-nez quand vous le faites. Et bien entendu, pour apprendre à le faire comme il faut, on ne va pas chercher à le faire poumon plein. Vous allez mettre vos poumons à moitié, d'accord? Et puis, vous allez aller doucement. C'est-à-dire que vous allez, alors, je simule le masque et le pince-nez, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pincé mon nez, j'ai ouvert ma bouche pour que du coup de l'air rentre dedans. Je la referme ensuite et quelque part je l'avale, mais je l'avale de la bouche. C'est-à-dire que je l'avale pas d'ici. Je ne fais pas le geste de déglutition que l'on fait quand on avale véritablement la nourriture. Et je vous invite à ne pas chercher à faire de gestes d'ici, parce que c'est là que justement vous allez perturber le réflexe naturel de la de l'épiglotte, pardon, excusez-moi, et que du coup, en perturbant ce réflexe-là, vous allez vous retrouver dans une situation où effectivement vous allez avaler de l'air dans les poumons. Mais donc vous mettez devant un miroir et vous voyez que du coup, je n'ai pas de geste de déglutition, juste je fais. D'accord? Et si vous partez le poumon à moitié et vous carpez comme ça, ouais, selon le volume, entre 25 et 30 fois, bah, vous finirez, vos poumons ils sont complètement pleins. Si vous le faites comme ça indéfiniment, c'est que ça ne marche pas. D'accord? C'est que soit vous évacuez l'air, euh, mais vous avalez rien du tout. D'accord? Parce qu'à un moment donné, à force de remplir, même en portant le poumon à moitié, même en ayant un petit mouvement de carpe, naturellement, vous allez de toute façon vous gonfler. Donc, et si vous n'arrivez pas à faire ça en partant de la moitié jusqu'en haut, autant vous dire que vous n'arriverez pas à le faire comme il faut en disant je me remplis le poumon plein et je me suis rempli. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, la carpe, on ne s'entraîne pas au départ en le faisant poumon plein. On s'entraîne poumon à moitié et on fait juste ce mouvement de gobage. Moi, je vous invite véritablement à le faire devant un miroir parce que c'est un gros intérêt que de voir en vous comment est-ce que vous faites, et notamment si vous n'avez pas un petit geste que ça de remonter, que vous forcez,
qui du coup pourra entraîner le fait que vous allez sortir un magnifique pro dans les secondes qui auront fini votre carpe. Ça, c'est en tant que débutant, je commence par là. Ensuite, dès que je sais un peu mieux faire, je peux effectivement partir du principe que je remplis mes poumons à 90%. Et là, je termine mon remplissage en carpant. Et là, je vais commencer à expérimenter le fait que je me sente un petit peu en tension. Vous allez bien entendu pas vous transformer en mode débile et dire tiens, jusqu'à quel point je peux me remplir pour exploser. Vous allez rester déjà intelligent et dès que ça va forcer un petit peu, dès que vous allez sentir de l'inconfort, vous allez arrêter. Parce que de toute façon, l'inconfort, c'est jamais bon et je vous dis, ça peut entraîner éventuellement une blessure. À force de le faire comme ça, vous allez surtout apprendre, parce que ça va être une des étapes les plus importantes, à relâcher tous les muscles que malheureusement, souvent, on tient un petit peu crispés. Et là, vous allez vous rendre compte que grâce à la carte, vous allez pouvoir remplir un peu plus, mais pas parce que vous surremplissez, juste parce que vous êtes plus détendu. Et en étant plus détendu dans vos gestuels, vous allez pouvoir remplir une carte complètement relaxée. D'accord? Donc moi, j'aime bien dire, quand on fait notamment un départ en apnée verticale, que je vois quelqu'un qui carpe, disons, une dizaine de secondes, si pendant qu'il carpe, pendant une dizaine de secondes, je ne vois pas sa nuque comme ça qui bouge grâce au petit clapot des vagues, ça veut dire qu'il est comme ça. D'accord? Et s'il est comme ça, tu vas faire, eh ben, c'est de la merde. D'accord? Vous ne devez pas concevoir qu'on fait de la carpe tendue comme ça, crispée, avec la nuque qui est tendue et crispée, etc. Véritablement, l'intérêt de la carpe, c'est de pouvoir inspirer en mode relâché. Donc, si vous êtes tout tendu, zéro, vous recommencez votre inspiration et vous faites en sorte de partir détendu. Donc, c'est aussi un moyen de pouvoir rallonger de quelques secondes votre respiration de départ, mais aussi de checker, ouais, c'est bon, je suis relax, détendu, ma tête pendouille, j'ai même une petite vaguelette qui me font bouger, et je suis là. Et on y va. Vous avez vu, je mime vachement bien les vagues qui bougent, hein. En tout cas, vous avez compris que si vous ne bougez pas et que vous êtes raide, etc., eh ben, c'est pas comme ça qu'on doit faire son départ. Donc, c'est aussi pour moi la principale utilité de la carpe, elle est là. Vous pouvez du coup en profiter pour vous remplir un petit peu, mais se sur-remplir, pour le moment, vous n'en avez ni l'utilité en termes d'oxygène, euh, et ni la maîtrise pour pouvoir véritablement vous garantir de tout accident. Donc, apprenez ça, mais ne vous focalisez pas là-dessus. Donc, une fois que je sais le faire, poumon à moitié, une fois que je sais le faire, poumon plein, on va s'entraîner à le faire dans d'autres circonstances. Parce que le but, à un moment donné, ça va être de maîtriser tout ça. Donc, une des autres façons de le faire va être de s'entraîner à le faire poumon vide. Alors là, au défi, amusez-vous bien. Poumon vide, c'est vachement dur de commencer à se remplir. Et alors, si vous aimez bien, on va continuer à s'entraîner à ça. Ça veut dire que vous allez vous entraîner à faire de la gestuelle. Donc, vous pouvez vous faire des séances. Et si ça, vous y arrivez, je vous invite à le faire diaphragme remonté. Là, on va se marrer, il y en a déjà beaucoup moins qui y arrivent. Parmi les exercices, vous pouvez du coup aussi vous entraîner à le faire via le tuba. Donc, vous prenez votre tuba là, vous le mettez, posez sur l'épaule et vous partez poumon à moitié, vous remplissez grâce au tuba. Vous pouvez même apprendre à le faire par le nez. Ça sert absolument à rien, à part à maîtriser votre geste et à vous entraîner à le faire. Donc, ça ressemble à ça. J'ouvre, de l'air rentre par le nez, je ferme mon vol de palais pour ceux qui aiment bien la technique, d'accord? Et j'avale mon air. Alors ça, c'est le niveau qui sert à rien, mais juste à montrer que vous êtes capable de faire un truc avec la bonne gestuelle au niveau de votre vol de palais, de votre glotte et tout ça. Donc là, je m'adresse que à ceux qui ont vraiment un bon niveau et veulent parfaire leur mouvement de carte. Bien entendu, tous les autres, ça n'a aucun intérêt. Mais tous ces exercices, j'insiste là-dessus, tous ces exercices ne servent à rien si vous n'êtes pas complètement en mode détendu et si vous cherchez à être en surpression. Non, j'ai envie de dire, une fois que vous sentez que vous êtes un peu bien plein, vous vous arrêtez. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Et en plus, ça peut être dangereux.
Voilà ce que je voulais vous dire sur la carpe. J'espère que du coup, je n'avais pas les caméras de chacun d'entre vous, mais je suis sûr et certain que derrière vos écrans, vous avez dû essayer de faire des comme ça pour voir un petit peu si ça marchait. Donc, bah, écoutez, c'est l'occasion pour maintenant en discuter et voir si vous avez des questions concernant ce sujet-là. Euh, à vous. Alors, je vais voir un petit peu tout ce qui m'a été écrit. Alors, je confirme que le car n'existait pas et les perfs sans souci dans la zone des 50 mètres, même sans volume pulmonaire particulièrement développé. Moi, je vous rappelle que 50 mètres, on y va avec les poumons à moitié, donc c'est bien évident que c'est pas du tout utile. La carpe est comme utiliser une Ferrari pour aller acheter le pain. Andrea Zuccari, ouais, je suis assez d'accord avec cette vision-là. Les capillaires dans les parois des alvéoles pulmonaires se gorgent plus de sang qu'en temps normal. Euh, Ouais, mais même si c'est vrai, vu le niveau qu'on a, c'est pas grave. Il faut savoir être beau en toutes circonstances, me dit Yves. Oui, je te remercie. On va essayer d'aller tout dans ce sens-là. Guylaine qui vient d'arriver, bonjour. Purée, ça marche, génial, merci, Patounet, avec plaisir. Christine qui m'envoie des grands signes comme ça, avec plaisir. T'es un génie, ah ben, merci Stéphane, mais ça fait trop longtemps que tu m'aimes, toi. J'ai méfié la prochaine fois, je serai en maillot de bain avec toi. Donc, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pascal, tu Allez, m'entends? j'écoute Patrick avec plaisir. D'accord. Pour être sûr que j'ai bien compris, donc on n'utilise pas le diaphragme. Et donc la question que je me pose, c'est comment l'air fait pour rentrer. Est-ce que la bouche, c'est un peu comme une pelle qui prend l'air? Comment ça se fait que l'air rentre? Si tu veux, je me pose un peu cette question. En fait, moi, je vais te donner une image. Ça, c'est ton volume d'air qui est dans ta bouche. D'accord? Pardon. Je vais me mettre comme ça plutôt pour que tu comprennes. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, j'ai ma langue, ici, j'ai mon palais. D'accord? Si j'écarte les deux, ça veut dire Ouais, forcément qu'il y a de l'air entre les deux. ouais, D'accord? Dans la carte, on part du principe qu'on écarte devant, comme ça, pour que l'air vienne de l'extérieur. On referme, donc du coup, tu te retrouves avec un volume, d'accord? Et on remove ici et on écrase. Donc ça part derrière, d'accord? Donc j'ouvre devant, je referme, j'ouvre derrière, j'écrase et ça part derrière, d'accord? Et c'est vraiment aussi simple que ça. C'est pas la peine de chercher plus compliqué. C'est j'ouvre, je vais fermer le devant de ma bouche, donc j'aurai l'air dans la bouche. Tu vois, je resserre ma mâchoire, je resserre ma langue et l'air part derrière. D'accord? Donc c'est vraiment que ça. C'est pas la peine de chercher vraiment à dire attends, est-ce que je peux pas faire des trucs de ça? Oui, si, c'est vrai. Tu peux avec, faire plein de gestes derrière, mais ça va te perturber. Laisse tes réflexes se faire tout seul. ok, merci. Avec le nez, donc ça doit être beaucoup plus compliqué parce qu'on prend beaucoup moins d'air. Ouais. Et puis surtout, il faut savoir vachement jouer avec son balle de palais. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était réservé à ceux d'entre vous qui maîtrisaient complètement le geste. D'accord? Je dis que c'était Merci. Merci pour les level. explications. Avec plaisir. Alexis, est-ce qu'il vaut mieux carper lentement ou est-ce qu'il vaut mieux carper rapidement? Ça va changer quelque chose. Moi, j'ai envie de dire que tout geste que tu vas entraîner rapide et tout remplissage que tu vas entraîner rapide va avoir quand même des conséquences sur l'accélération de ton métabolisme, de ton rythme cardiaque et de tes tensions. Donc, non, globalement, il vaut mieux y aller plutôt lentement et gonfler ta poitrine et notamment écraser ton cœur tout en douceur. D'accord? Parce qu'il va avoir une réaction lui aussi, le cœur va se retrouver écrasé, donc il va avoir une petite accélération de rythme cardiaque parce qu'il aura de moins en moins de place. Il ne faudrait pas que ça le stresse et que du coup ça vous stresse vous aussi. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire on fait des petites carpes, pas trop élevées, et si vous partez poumon quasiment plein, de toute façon 7-8 carpes, 10 c'est le grand max que vous devez faire. D'accord? Si vous partez poumon à moitié, vous pouvez monter jusqu'à une trentaine de carpes, mais seulement en partant poumon à moitié, j'insiste là-dessus. Le temps qu'on passe à carper, on est déjà en mode apnée, donc il faut que ça dure le moins longtemps possible. Demande Vincent. Eh bien, écoute, Branko Petrovic, je te dirais l'inverse, hein, parce que lui, il carpe pendant plus d'une minute 10, ça ne l'empêche pas de rester 12 minutes derrière. Donc, le choix technique, mine de rien, de la majeure partie des athlètes, c'est d'avoir un départ qui dure entre 25 et 30 secondes, c'est-à-dire leur dernière expiration, et régulièrement 25 secondes avant leur départ réel. Donc, vous pouvez vous permettre de prendre quelques secondes derrière et carper sans aller trop vite. Ça n'a pas d'intérêt. Patrick me pose la question, tu ouvres, mais en prenant soin de garder la glotte fermée. Ah ben oui, parce que sinon l'air il sort. On est bien d'accord. Même si quelque part, j'ai envie de te dire, tu sais, prendre soin de la glotte fermée, c'est un geste compliqué. J'ai juste envie de dire, tu ouvres en faisant en sorte que l'air sorte pas. Juste ça, retiens ça dans ta tête, parce que la maîtrise de sa glotte fermée est beaucoup trop théorique. Juste tu fais en sorte que ton air sorte pas.
Concurrence en live Pascal, avec j'ai une Umberto face à question. Neri. Oh putain. Ah bah là, je vais laisser Umberto et Neri, ils sont plus fameux que moi quand même. Pascal, Carpe, c'est Vincent. Carpe Ouais. avec un tuba, c'est vraiment galère. Moi, j'y arrive pas trop, quoi. Alors si ton tuba est un peu rigide, c'est possible, mais c'est surtout que tu dois apprendre à une gestuelle avec ta langue. Et je suis d'accord, comme toute chose, il faut s'accorder un petit peu de temps pour le faire. J'invite vraiment, moi, à apprendre à le faire dans un fauteuil plutôt que de le faire dans l'eau. Mais on est très nombreux à carper au tuba et ça s'apprend, tu vois, comme faire l'hélicoptère avec sa bite, ça s'apprend aussi. Et ça, j'y arrive bien. Je devrais D'accord, y bah, arriver. entraîne-toi avec ta langue maintenant à carper. Tac, 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 je dois vous laisser. Merci Pascal, très belle présentation comme d'hab. Ok, pas de problème. J'imagine que Tony va euh, rejoindre notre ami Umberto, qui est en plus avec Guillaume Néry. Donc je vous dis, ah, c'est une grande soirée quand même. Et la tendresse bordel me dit Yves. Dis-moi Pascal, c'est Eric. Ouais, En termes d'exercice d'assouplissement, parce qu'en fait, à sec, imaginer une carpe, ça permet d'étirer un petit peu les intercostaux et les muscles thoraciques d'une façon différente des exercices traditionnels d'étirement. C'est globalement, avec du poids constant, les deux intérêts que je vois. Et j'avoue que je ne comprends pas bien les carpes en statique puisqu'il n'y a pas de variation de volume et j'ai un peu du mal, avec. Ça génère plus d'inconfort que de complément d'oxygène quand on arrive en limite d'apnée, il me semble. ouais, mais ça fait partie des croyances. Ça fait partie des croyances. Donc plus t'adhères, mieux tu es. Et puis après, on sort à 4 minutes. Bon, ça fait partie du parcours d'apprentissage. Après, moi, la souplesse thoracique, je l'ai beaucoup travaillé à un moment donné. Et puis, comme maintenant je pars avec moins d'air que ce que j'en suis capable, quoi que je fasse, j'ai envie de dire la souplesse thoracique, c'est bien. La relaxation thoracique est encore une fois pour moi plus importante que la souplesse en soi-même. Et que si vraiment on est bien détendu, en fait, on a une véritable capacité à gober, mais un max. C'est-à-dire que vous pouvez, quand on carpait et qu'on a de l'IDR de plus, ça avait rien de choquant, quoi. Alors après, c'était inconfortable, mais pourquoi pas, quoi. Donc, Ouais, non, mais c'est inconfortable sur 5 mètres, 10 mètres. Après, c'est plus ouais, inconfortable. en profondeur, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Après, c'est inconfortable. Moi, je trouve que c'est inconfortable parce que je flotte trop, donc ça me saoule. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de dire, comme l'essentiel des cours que je fais là, il a pour objectif de rejoindre 50 mètres de profondeur ou 6 minutes à un petit statique. Vraiment, être trop gonflé, aucun intérêt. J'insiste là-dessus. De l'air, vous n'en avez pas que dans vos poumons, vous en avez dans tout le corps. Ok. Et ce qui vous fait sortir, c'est en aucun cas votre dette en oxygène. Donc, ne cherchez pas à vous dire parce que je vais gober 67 centilitres de plus par des mouvements de carte, ça va changer radicalement mon apnée. Non, ça risque peut-être même de vous rendre encore plus dans l'inconfort. Ça va écraser votre cœur, qui va augmenter le rythme cardiaque, ça va vous tendre comme des ballons de baudruche. Enfin, Globalement, quand on fait du vertical, la syncope hypoxique, c'est quand même l'accident majeur qui peut arriver. Et donc, prendre un peu plus d'oxygène, c'est toujours intéressant. Par contre, je préfère effectivement un stock plutôt que d'en prendre plus et de dire je ne regarde pas la conso, quoi. eh ben, je vais vous donner pour moi un accident et je vais étayer ce que je vais te dire là, en l'occurrence Eric, sur des nouvelles données qui sont apparues, disant que la carpe, en l'occurrence, crée notamment beaucoup de syncopes même chez les gens de haut niveau. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu une tentative de record du monde d'ailleurs qui a eu lieu, je crois que c'était il y a à peu près un an et demi de ça, où un gars qui partait pour faire plus de 300 mètres, et c'était prévu qu'il le fasse, a fait sa syncope à 7 mètres et puis il s'est écrasé. Pourquoi? Parce que il y a ce fameux malaise vagal dont on parlait. Le malaise vagal, c'est je suis ultra rempli, je fais comme ça et on part. Comme ça. Et c'est souvent précédé d'une belle samba. Et pour ça, très clairement, le fait de bien carper, ça favorise vachement ça. Et quand on va en profondeur, qu'on remonte, et qui plus est qu'on remonte, on n'a pas vidé ses poumons comme il faut, et donc du coup, on s'est retrouvé en surremplissage, et là, on a bien pincé comme il faut le nerf vague, et là, on voit des gens qui arrivent en surface, qui sont KO, alors que 2 secondes plus tôt, ils étaient bien. Et juste parce qu'ils ont pincé le nerf vague, ils sont arrivés en surface, ils n'étaient pas bien. Et dans ces cas-là, je suis persuadé que c'est pas du tout de la syncope hypoxique, mais qu'on est face à des nombreux cas, comme on l'a en apnée, sur des syncopes liées au malaise vagal. Et alors, c'est très présent en apnée statique, très très présent en apnée statique. Et pour moi, ça arrive aussi à un certain nombre d'accidents en vertical. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais là, vraiment, le surremplissage en est pour moi la cause.
Non, non, mais les statiques, la carpe, je vois pas du tout l'intérêt. Ouais, moi non plus. Je ne comprends pas. À part, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça me permet de me rester détendu pour me remplir. Ouais, Juste, je non, suis pas en cette surremplissage. approche-là, ouais, non, non, mais cette approche-là, effectivement, est une approche intéressante. De finir son remplissage pour ne pas étirer trop la cage thoracique de façon musculaire, entre guillemets, c'est intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Bruno qui dit qu'il préfère Pascal. C'est un habitué. Merci pour la presse, c'est cool. Je viens toujours avec ces trucs de ouf. Je vais aller m'entraîner, me dit Jérémy. Eh ben oui, hein, de toute façon, à un moment donné, comme tout, il faut s'entraîner. Mais je vous assure, hein, n'oubliez pas qu'on est fait de réflexes. Donc, plus vous cherchez à ce que ce soit compliqué, plus ça va se retrouver dans l'estomac. Plus vous mettez juste d'air dans votre bouche et vous l'avalez naturellement et ça va finir dans les poumons. C'est comme ça. Votre épiglotte, elle fonctionne comme ça depuis que vous êtes né. Vous n'avez pas à la changer. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ou est-ce qu'on clôture le sujet pour là ce soir? Pascal, j'aurais une petite question, s'il te plaît. Allez, Toujours. je t'écoute. Je suis pris en cours de route, donc si j'ai bien compris, je voudrais revenir juste sur l'aparté que tu as fait sur le Blue Shift, qui a priori pouvait arriver à partir de 15-18 mètres, qui était accentué si on était crispé en l'occurrence du thorax, qui se comprend les poumons, etc. Et après, par la suite, tu as dit il faut savoir lâcher de l'air. J'ai pas bien compris parce que par principe, je l'ai appris, on m'a dit il faut jamais lâcher d'air. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si Par je suis principe, clair. faut jamais lâcher d'air. Moi, je pars du principe que toutes les personnes qui vont sur 40, voire même 50, je leur demande pas qu'ils lâchent d'air parce qu'on n'est pas sur un effet de blood shift qui est si important que ça. Et du coup, il n'y aura pas un surremplissage qui est si important que ça. Donc, du coup, le lâcher d'air n'est pas pour les gens qui pratiquent en dessous de 40 mètres. Par contre, tous ceux qui pratiquent au-dessus de 40 mètres, j'impose un lâcher d'air avant la sortie. D'accord, ok. Mais le fait d'être crispé, moi, ça m'arrive d'être crispé. J'essaye de pas l'être, mais quand j'y suis, le fait de lâcher de l'air un peu, ça va pas soulager, non? C'est pas recommandé. Ça va pas soulager quoi? Ouais, Avant le de fait sortir? d'être complètement crispé, parce que moi, en fin d'apnée, ça m'arrive, j'ai l'impression que je vais exploser de la poitrine, quoi. Donc, le fait Ouais, mais d'expirer un peu, est-ce que ça peut me soulager tu sais, quelques secondes? j'ai envie de te dire, c'est une solution pour que ça te soulage, Ouais, mais c'est pas la bonne solution. La ouais, il bonne faut ça solution. apprendre à se relâcher. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ok. Tu peux te dire, ah tiens, je vais plus vite à la boulangerie, je vais prendre une Ferrari. J'ai envie de te dire, ouais, enfin, juste conduis ta voiture normalement, peut-être que ça te suffira, Ok. quoi. Non, non, mais ok, très bien. Ça roule. Merci, Pascal. Je t'en prie, j'apprécie. Excuse-moi, Pascal, tu disais au-dessus de 40, lâcher l'air, au-dessous de 40, pas. C'est au-dessus, au-dessous. C'est entre 40 et 0 ou entre 40 et 60? J'ai pas compris. Non, excusez-moi, je vais repréciser. Tous les apnéistes qui vont au-delà de 40 mètres de profondeur, Ouais, je leur demande dans les 5 derniers mètres de lâcher quelques bulles d'accord. quand ils remontent. D'accord? Tous ceux qui ne vont pas au-delà de 40 mètres, donc qui remontent à 35 par exemple, je leur demande de garder de l'air dans leurs poumons pour respecter les protocoles de sécurité parce qu'on ne saurait pas faire la différence entre ça et le mec qui est en train de partir en vrac. D'accord? Mais pour une question de protection et pour éviter notamment le malaise vagal, tous ceux qui vont au-delà, même je dirais au-delà de 50 mètres de profondeur, 40 chez certains qui débutent un petit peu dans ces profondeurs-là, d'accord? Et dès qu'on a un peu d'expérience, moi, je lâche de l'air véritablement aujourd'hui que quand je vais au-delà de 60, tu vois. Mais par contre, j'ai vraiment une alarme. C'est que moi, j'ai une alarme à la remontée qui me dit, je suis à 4 mètres, et là, tu sors ton air, quoi. Et je sais, hein, pour avoir fait des descentes à 80-90, que lorsque je ne relâchais pas cet air-là, eh ben, je me blessais au niveau de la glotte et j'avais des mini-squeezes de trachée. Donc, c'est pas au niveau des poumons, je le sais, mais mine de rien, c'est arrivé à ce niveau-là. Donc, ça disparaît en une journée, mais c'est chiant, quoi. Parce que mine de rien, pendant une journée, celle-là, ça te gratte au niveau de l'épiglotte, c'est pas une bonne idée. Que je sais que lorsque j'ai sorti l'air, j'ai pas ce surremplissage, du coup, je me suis pas blessé au niveau de, au niveau Tu, de la glotte, c'est ça. on est bien sur de l'aller-retour parce que enfin, je peux te dire en chasse, sur des apnées où tu fais de l'agachon, y compris Ouais. dans la zone 25-30, quand tu passes 1 minute 30, 2 minutes au fond, tu as cette sensation, Ouais. cette impression, enfin cette impression, d'abord il faut le faire, de lâcher de l'air à la remontée parce que le bout de shift a eu le temps de l'installer, quoi. Sur de Oui, l'aller-retour, oui, je suis d'accord. Je suis c'est d'accord. plutôt une durée, une histoire de Là, c'est pas profondeur et de de la durée. descente remontée. Ouais, non, Ouais. je suis d'accord. Mais de toute façon, à un moment donné, on le ressent hein, On le globalement, ressent, bien sûr, bien sûr. qu'effectivement, on est trop rempli, qu'il faut sortir de l'air. Mais bon, voilà, en tout cas, faut pas hésiter à le dire à son binôme parce que sinon, on se fait attraper pour rien. Tout à fait. Et je vois quand même beaucoup d'athlètes qui le font pas
Et je ne vais pas dire qu'il se termine systématiquement en syncope, mais en tout cas, je l'ai vu quand même assez régulièrement chez des gens qui finissent en syncope, qui n'ont pas expiré l'air dans les derniers mètres. Donc, il n'y a pas forcément de lien direct, mais une chose est certaine, c'est que ça provoque des malaises vagales et ça provoque des squeezes si on fait pas ça. Donc, à un moment donné, mais encore une fois, là, je vais vous dire quelque part, ce que je Ça vous se évoque ressent là, assez bien, en fait. ça cible absolument personne qui est dans la salle. Puisque dans la salle, normalement, il est censé être que des personnes dont l'objectif est d'aller à 50 mètres. C'est le propos de ma formation jusque-là. D'accord? Mais ça peut vous donner une expérience, juste un partage d'expérience là-dessus. Alors, j'ai quelques questions qui sont apparues. 80-90, ouais, ça fait rêver. Bah oui, ben un jour tu y arriveras sûrement, Alexis. Faut te mettre à bout. Bah, tu t'es déjà bien mis au boulot, donc je pense que tu vas continuer. Bonjour Parfait, merci pour le cours, très intéressant. Dynamique piscine, on est d'accord, cela n'est utile que au-delà des 100 mètres, oui. Sinon, comme tu dis, voilà, même je dirais 100 mètres minimum, quoi. Éviter les surpressions. De rusher de l'air juste auparavant, ouais, mais les surpressions n'apparaissent que lorsqu'on est vraiment très profond. Expérience sur une montée de 35 mètres à Nemo, vos mauvais retours de blue shift, légère surpression, à refuser de lâcher de l'air sur la fin, radio, irritation sur les branches. Oui, oui, mais c'est effectivement, ça peut se produire, d'autant qu'en plus à Nemo, on a un effet lié à la chaleur qui fait que on a encore des réactions différentes du corps, donc effectivement, ça crée des éléments supplémentaires. Faut pas prendre ça comme une règle. Et donc du coup, si c'est pas, faut pas prendre comme une règle, faut pas chercher forcément à toujours s'en défendre. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ou est-ce qu'on arrête le sujet pour ce soir et demain c'est le free fall, je crois. Eh bien écoutez, il semblerait qu'a priori, on ait fait le tour des questions pour ce soir, pour ce sujet-là. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et que vous n'hésiterez pas à expérimenter la carpe en douceur, comme je l'ai dit, en commençant en poumon à moitié. Et écoutez, je vous souhaite une belle découverte de ce nouvel outil de respiration. Merci Pascal, à bientôt. Bonne Grosse soirée, bise à tout le salut. monde. Merci beaucoup, Pascal.